Bonsoir à tous, bienvenue sur cette conférence organisée par le Cercle des économistes, France 2030, 30 milliards pour rêver ou pour redresser la France. Le 12 octobre, Emmanuel Macron présentait son grand plan d'investissement France 2030, qui prévoit donc d'investir 30 milliards d'ici 5 ans sur une douzaine de priorités: nucléaire, hydrogène vert, décarbonation, voitures électriques, avions bas carbone, alimentation, santé, culture, espace, fonds marins. Le gouvernement est formel. Ces investissements créeront 45 milliards de richesses supplémentaires et des dizaines de milliers d'emplois. Depuis, le plan est en train de se concrétiser. Un amendement a été apporté au budget. En revanche, nous n'avons toujours pas la moindre information sur sa gouvernance qui doit être présentée d'ici la fin de l'année. Alors, ces 30 milliards sont-ils là pour rêver ou redresser vraiment la France? Nous avons ce soir 3 économistes pour nous aider à répondre à cette question. Donc, Françoise Benamou, présidente du Cercle des économistes et professeure d'économie à l'Université Sorbonne Paris-Nord. Jean-Marc Daniel, au milieu, professeur émérite à l'ESCP Business School. Et Philippe Martin, membre du Cercle des économistes, président délégué du Conseil d'analyse économique et professeur à Sciences Po. Alors peut-être, je vais commencer avec une première question un peu simple, c'est qu'on a vu que le gouvernement a beaucoup insisté. Ce plan d'investissement n'est pas un nouveau plan de relance. Vous vous rappelez que l'année dernière, en septembre 2020, le gouvernement avait présenté un plan de relance de 100 milliards d'euros. Donc là, ils nous disent bien, ces 30 milliards, ce n'est pas la prolongation des 100 milliards. Et peut-être, Philippe Martin, je voudrais vous demander simplement, en quoi ces deux dispositifs sont-ils différents et était-il nécessaire de rajouter 30 milliards au premier programme? Ce qui est clair, c'est que c'est la logique, on suit la logique du quoi qu'il en coûte, hein, c'est-à-dire qu'il y a eu 3 temps et que le gouvernement clairement veut séparer ces 3 temps. Il y a eu le temps de la protection. Ensuite, il y a eu en effet le plan de relance, hein, qui était beaucoup axé déjà sur les entreprises, en particulier avec les 10 milliards de baisse d'impôts de production. Et puis maintenant, ce troisième temps, donc le plan d'investissement de 30 milliards sur 5 ans, et qui a une portée beaucoup plus sur innovation. Alors, est-ce que ces 3 plans, enfin ces 3 temps ou ces 3 plans, si vous voulez, plan de protection, plan de relance et puis plan d'investissement, sont totalement étanches et totalement orthogonaux? Non, pas complètement, parce que évidemment déjà dans le plan de relance vous aviez un certain nombre de dépenses dont on peut penser qu'elles sont en fait de l'investissement aussi pour les entreprises dans l'innovation, dans la recherche, etc. Donc là, c'est en fait plutôt on remet au pot avec un certain nombre de sujets qui sont un peu différents, mais le gouvernement veut faire cette chorégraphie, si j'ose dire, en 3 temps. Il y a bien en effet 3 objets assez différents, mais il y a quand même pas mal d'intersections. D'accord, merci. Peut-être pour rentrer tout de suite dans des sujets un peu plus concrets, Françoise Benamou, je sais que vous suivez de très près le secteur de la culture. Et par exemple, est-ce que vous pouvez nous dire, vous, pour ce secteur, comment vous voyez que le nouveau plan d'investissement, en quoi il complète le plan de relance et en quoi il peut, par exemple, changer la donne pour ce secteur? Alors, les intersections qu'évoquait Philippe, elles existent dans la culture, hein, c'est-à-dire déjà le premier plan de relance, c'est-à-dire les 2 milliards dégagés pour la culture sur les 100 milliards, répondait à un double objectif, hein, de protection, pour éviter des faillites, les plus grandes difficultés, mais en même temps, il y avait tout un volet d'investissement dans les industries culturelles, dans les secteurs qui sont les plus d'avenir ou les plus exportateurs au sein de ces industries culturelles et des industries de l'audiovisuel. Il me semble que de toutes les façons, ces plans sont d'autant plus nécessaires. Alors après, évidemment, il faut que les dépenses soient faites et qu'elles soient surtout faites à bon escient, mais nécessaire quand on regarde un secteur comme celui de la culture. Il a perdu pour la partie marchande 16% de son chiffre d'affaires en 2020. Et il se remet mal de la crise parce que il repose en très large partie sur au moins 2 choses, c'est l'événementiel. L'événementiel, c'est de manière évidente arrêté avec la série des confinements et ne reprend pas bien surtout. Et il repose aussi sur le fait le tourisme, et notamment le tourisme étranger. Et le tourisme étranger n'a pour l'instant que très peu repris. Donc c'est un secteur qui a encore besoin de protection et qui en même temps a besoin
besoin d'investir dans l'avenir, de consolider certaines filières stratégiques dans l'audiovisuel, dans la musique, etc., pour ne pas sombrer. Donc le plan, pour vous, sur ce secteur, le plan d'investissement a toute son efficacité. Enfin, sa légitimité, je ne sais pas s'il a son efficacité, mais en tout cas sa légitimité. Ouais, sa légitimité. Jean-Marc Daniel, on vous connaît comme vous n'êtes pas un grand fan de l'interventionnisme étatique. Alors, est-ce que vous voyez quand même quelques vertus dans ce plan? Est-ce qu'il échappe à votre analyse habituelle ou est-ce que vous êtes tout aussi critique? Je suis tout aussi critique. À ça, il y a trois raisons. La première raison, Philippe Martin l'a rappelé, il y a eu une première phase qui était la phase du confinement, où il s'agissait de compenser pour les ménages et pour les entreprises les conséquences de l'arrêt du travail. Donc, on substituait de la dette au travail avec cette idée que ce serait temporaire. Effectivement, ça a été temporaire. À partir du moment où la vaccination est montée en puissance, l'économie a pu se libérer, a pu retrouver son mode de fonctionnement antérieur, même si, comme le disait Françoise Benamou, il y a encore quelques secteurs, notamment dans la culture, qui sont encore touchés par les conséquences de la pandémie. Donc, cette première phase avait une certaine forme de légitimité. Ensuite, le 14 juin 2020, le président de la République nous a dit qu'il fallait désormais penser l'après, et que l'après serait écologique, solidaire et souverain. Donc, on n'était plus dans la logique de la réponse à la pandémie, on était dans une nouvelle logique de politique économique assez traditionnellement keynésienne, dans laquelle on pense que les investissements publics génèrent de la croissance. D'ailleurs, on le dit, c'est l'effet multiplicateur traditionnel qui est l'effet multiplicateur de 30 milliards à 45 milliards. Or, ça, c'est assez fictif. La deuxième remarque que je ferai, c'est que la croissance sera portée plutôt par les entreprises, et si on doit sacrifier 30 milliards, il vaut mieux les sacrifier sous forme de baisse des impôts, comme il y avait d'ailleurs dans le plan de relance en termes d'impôts de production. Et puis la dernière remarque que je ferai, c'est que dans cette confusion, on finit par plus très bien savoir qui fait quoi. Et ce que je crains, c'est que ça se termine par un nouveau rapport sarcastique de la Cour des comptes. Tout se termine par un rapport de la Cour des comptes, on a l'impression. Mais le plan… Oui, mais il est plus ou moins sarcastique. Sur les dépenses, sur les plans d'investissement, les plans d'avenir, la commission Juppé-Rocard, ça s'est terminé par des rapports particulièrement sarcastiques. D'accord. Donc pour vous, c'est net. Pour vous, il fallait faire 30 milliards de baisse d'impôts. Mais absolument. Là, mais qu'est-ce qui… Et d'ailleurs, Philippe Martin devrait me rejoindre puisqu'il est l'auteur du rapport appelant à la baisse, voire à la suppression des impôts de production. Donc, le plus vite on mettra en application ce rapport, le mieux ça vaudra. Je ne sais pas si Philippe Martin veut répondre à ça. Non, mais on a un point d'accord sur le fait que les impôts de production, c'est en effet pas bon. Enfin, c'est des impôts complètement imbéciles en termes de productivité, en termes de compétitivité. Donc, de fait, alors c'est pas le plan d'investissement, c'est dans le plan de relance. Hein, il y a eu 10 milliards, enfin 2 fois 10 milliards, hein, puisque c'est chaque année de baisse de ces impôts de production. Moi, j'étais, sans entrer dans les détails, hein, j'étais plutôt favorable à une baisse de ce qu'on appelle la C3S, qui est un impôt sur le chiffre d'affaires, plutôt que la CFE et la CVAE qui ont été choisis, mais bon, c'est peut-être un peu un détail. Après, et c'est peut-être là une question conceptuelle sur, en effet, est-ce qu'il faut faire une politique industrielle qui d'ailleurs a été, dans les années, disons, 80-90, privilégiée par les économistes, c'est-à-dire et une politique, disons, horizontale où pour industrialiser ou pour aider l'économie, il faut avoir des conditions disons, d'activités qui sont favorables en termes d'imposition, en termes de capital humain, d'infrastructures publiques, mais on n'essaye pas de choisir des secteurs. Donc là, ce qui est vrai, c'est que depuis quelques années, il y a un retour, au moins parmi les économistes et certainement en tout cas parmi les politiques, en faveur de politiques industrielles qu'on appellerait plutôt verticales. Et dans ce cas, et vraiment là, le plan d'investissement, c'est ça, c'est on choisit un certain nombre de secteurs qui sont des secteurs dits d'avenir et sur lesquels on va aider en termes d'intervention publique. Donc, moi, je pense que une dose de scepticisme est toujours de bonne aloi. Enfin, je pense qu'il faut avoir ce scepticisme. En même temps, je crois qu'il y a quand même des échecs, ce que les économistes appellent des échecs de marché, où on peut se dire sur certaines technologies, en particulier sur tout ce qui est transition environnementale,
que le marché, en termes d'innovation, ne fera pas, potentiellement ne sera pas capable tout seul de faire ces innovations, et que donc, si on veut aller plus rapidement, plus fort, et que ces innovations se fassent plutôt en France qu'ailleurs, il y a peut-être en effet une certaine légitimité à faire ces plans industriels sur des innovations de rupture, en particulier sur les questions environnementales. Donc, je suis moins négatif, beaucoup moins négatif, évidemment, que Jean-Marc Daniel sur, disons, la philosophie générale. Après, je pense qu'une dose de, je ne sais pas si c'est de scepticisme, mais en tout cas, une demande de forte évaluation, et on va revenir plus tard, j'imagine, sur la gouvernance, est extrêmement importante, parce que c'est vrai que historiquement, il y a assez peu d'un plan d'investissement qui ont bien fonctionné. On considère par exemple qu'il y a par exemple la politique industrielle de Corée du Sud dans les années 70 qui a été qui est évaluée aujourd'hui plus récemment comme quelque chose qui a eu un impact positif et persistant, c'est-à-dire aider des entreprises a eu un impact persistant sur leur productivité, leur compétitivité, leur innovation. Mais c'est vrai que les évaluations sont alors d'abord difficiles, même si je pense qu'elles sont absolument nécessaires, mais elles sont difficiles sur ces plans d'investissement. La Cour des comptes, elle fait pas tellement d'évaluation économique. Donc, je pense que c'est pas la meilleure forme d'évaluation. Moi, évidemment, j'ai envie de voir des évaluations d'économistes sur l'impact en termes de productivité, d'innovation, etc., de ces différentes mesures. Je pense qu'on reviendra peut-être plus en détail sur ces mesures et sur la gouvernance. Et merci Philippe. Françoise Benamou, est-ce que pour vous, vous partagez aussi l'idée que c'est à l'État de choisir comme ça les secteurs sur lesquels il faut investir? Ne craignez-vous pas les effets d'aubaine? Oui et non, c'est pas nécessairement à l'État d'investir, de choisir où il faut investir. Ça, je crois même que on se trompe très souvent quand on est dans cette logique-là. Mais en revanche, il peut accompagner des filières qui sont en développement, qui doivent se développer très vite, dont on a besoin. Il y a un exemple qui est assez intéressant, c'est la filière hydrogène. Sur laquelle, sauf erreur de ma part, l'État avait déjà mis sur le plan de relance de 100 milliards, 7 milliards, et puis on a rajouté sur le plan de relance de 30 milliards, on rajoute au pot 1,9 milliard. Et là, je crois que ça a vraiment un sens, c'est-à-dire qu'on a des jeunes entreprises qui sont là-dedans. C'est absolument indispensable dans une logique d'économie de CO2, etc. Et donc là, je pense qu'il y a un choix fort de l'État. Ça ne doit pas être systématique. C'est pas l'État qui doit décider de l'ensemble des investissements des industriels, etc. Mais là, en l'occurrence, sur un exemple comme celui-là, ce coup de pouce donné à cette filière dans le contexte que l'on connaît, avec toutes les questions que l'on se pose aujourd'hui en matière environnementale, c'est absolument indispensable. Puis je voulais répondre à Jean-Marc Daniel, dire, bien que je ne partage pas toujours ses idées, il y a déjà eu, par exemple, sur la culture, il y a déjà eu 3 petits rapports, ça s'appelle des flash audits ou audits flash, je ne sais plus dans quel sens faut le dire, qui sont des tout petits rapports sur la manière dont les deniers publics qui ont été donnés aux filières culturelles ont été dépensés et comment ça s'est passé. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail tout de suite, mais en tous les cas, ce qui est montré, c'est qu'il y a eu un énorme effort pour les dépenser à bon escient. Et je vous assure, pour l'instant, en tous les cas, les rapports de la Cour des comptes, en tout cas sur ces sujets-là, ne sont pas mauvais. Il y en a un sur le cinéma, un sur le spectacle vivant et un sur le patrimoine. Merci beaucoup. Avant de poser ma prochaine question, je vais juste vous rappeler, à vous qui nous écoutez, vous pouvez poser vous-même vos questions, on prendra le temps d'y répondre. Je vois qu'il y a déjà beaucoup d'entre vous qui ont posé des questions. Merci beaucoup. N'hésitez pas à continuer, on sera très heureux de prendre le temps d'y répondre à la fin. Donc je voulais peut-être revenir à l'intervention du président, quand il a présenté son plan France 2030. Il a beaucoup dit qu'il fallait arrêter d'opposer l'industrie et les startups, l'innovation et voilà, l'industrie et l'innovation. C'était une de ces grandes phrases de la présentation. Jean-Marc Daniel, qu'est-ce que ça vous fait penser? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée que ce plan va permettre un peu de fusionner ces deux cultures, de l'industrie et des startups, ce qui était un des grands motos du président?
Oui, je crois que l'idée qu'il faille fusionner les deux cultures est une idée assez naturelle. De toute façon, il n'y a pas de véritable rupture entre un entrepreneur dans une start-up et quelqu'un qui se lance dans la filière hydrogène. Après, il y a des composantes technologiques qui sont différentes. Produire des automobiles et produire des logiciels, c'est pas exactement le même type de technologie. Mais dans les deux cas, l'entrepreneur qui est à la tête de tout ça, il va prendre des risques, il va évaluer un marché, et puis il va se lancer dans l'aventure, et puis il va créer une myriade de concurrents, d'imitateurs qui vont le suivre. Et dans tout ça, je suis pas sûr que l'État ait un rôle particulier à jouer. Philippe Martin parlait de l'expérience de la politique industrielle des années 60-70. Ce qu'il y a de frappant, c'est qu'on l'évoque toujours avec une forme d'émotion, une forme de nostalgie, tout en notant que c'était quand même un aspect, enfin, des conséquences de cette politique ont été assez limitées. Hein. Je ne vais pas revenir sur le plan calcul que je cite assez souvent, mais il y avait quand même l'identification par l'État d'un secteur d'avenir et un projet qui a dramatiquement échoué. Donc, je pense que l'État, même s'il arrive à percevoir les tendances d'avenir, n'est pas le bon vecteur de la construction de cet avenir. Quant à la culture, je pense que ça, c'est un vrai enjeu. Mais qu'un des enjeux de la culture, c'est de préserver notre langue et l'accès à notre université. Et donc, il faut moins, à mon avis, subventionner la culture que de développer l'image de la France en tant que lieu d'accueil d'étudiants et en tant que lieu d'accueil d'une production culturelle particulièrement capable de concurrencer celle des États-Unis. Mais est-ce que l'État n'a pas quand même un rôle à jouer sur les questions spécifiques de transition climatique? Parce qu'il y a beaucoup de sujets qui ne sont pas spontanément rentables pour le marché. Là-dessus, l'État doit quand même intervenir. Vous êtes quand même d'accord? Juste deux éléments sur la transition climatique. Je crois que sur la transition climatique, il y a un outil qui est un outil bien connu, qui est l'outil de la taxe pigovienne, qui est la taxe carbone. Mais le deuxième élément, c'est que cette taxe carbone, elle est une forme de perte de pouvoir d'achat pour la population. Donc, elle doit être compensée à la fois par des baisses d'impôts autres que ceux qui portent sur le carbone, et elle doit être surtout expliquée. Je crois qu'un des rôles essentiels de l'État, c'est quand même d'expliquer que toute la politique énergétique et toute la politique climatique qui va être mise en place a comme objectif de donner cette forme particulièrement indispensable de pouvoir d'achat à la population, qui est le droit de vivre. Si on est dans un monde invivable, le problème du pouvoir d'achat ne se posera plus. Et donc, faire un effort, accepter un effort en termes de lutte contre le réchauffement climatique, c'est conforter une forme de pouvoir d'achat. Et il faut que l'État explique ça, plutôt que de dépenser de l'argent dans des aventures dont je maintiens qu'elles ne sont pas garanties. D'accord. Pour vous, vraiment, c'est fixation c'est par les prix qu'il faut plus que par ces Il faut les prix, parce que les prix, ça, c'est une information incontestable, et il faut l'accompagner d'une véritable action de formation et d'explication des raisons pour lesquelles on met en place ce genre de dispositif. D'accord. On n'arrivera pas à vous convertir au plan. Non. Merci. Même si je reconnais la qualité de certains arguments qui me sont opposés. Philippe Martin, vous avez beaucoup travaillé sur les sujets de compétitivité de l'industrie, et du coup, il y a une question assez spontanée qui est: est-ce que vous voyez dans ce plan des réponses aux questions que vous mettez régulièrement en valeur dans vos travaux? Alors, je vais répondre à votre question, mais si je peux juste répondre aussi à Jean-Marc Daniel sur la question de l'investissement vert. Je suis aussi très favorable à la taxe CO2. Je pense que c'est un instrument de politique publique absolument structurant et il est absolument nécessaire. Donc la question, c'est de savoir s'il est suffisant et s'il faut aussi des investissements publics. Moi, je donne juste quand même un exemple d'investissement public dans la transition qui me paraît nécessaire. C'est par exemple ce qui est des bornes électriques pour la voiture électrique. Ça, c'est une infrastructure publique. Il y a besoin d'un acteur qui coordonne et qui fasse en effet ces infrastructures, par exemple de bornes électriques, parce que sinon, il n'y aura pas l'investissement privé des entreprises allant dans ce sens-là. Et donc, il y a vraiment un sujet un peu de la poule et de l'œuf, et au sens où si on n'a pas ces infrastructures publiques, il n'y aura pas d'investissement, il n'y aura pas de production électrique, et du coup, on ne passera pas à la voiture électrique. Donc, par exemple, sur ces bornes électriques, je pense qu'il y a besoin d'un investissement public et que la taxe CO2, elle est absolument nécessaire, mais peut-être pas suffisante. Et sur l'innovation, je pense aussi qu'on sait qu'il y a beaucoup d'innovations qui se construisent sur d'autres innovations, enfin, que c'est cumulatif. Et donc, je pense que sur un certain nombre de sujets, oui, je pense que l'État peut avoir
il peut y avoir un gain à ce que l'État investisse sur des innovations qui sont un peu structurantes. On a cité l'hydrogène, évidemment il y a la question aussi du nucléaire et des capacités à retrouver de l'innovation dans ce domaine. Donc voilà, il me semble qu'il y a quand même un certain nombre d'arguments dans cette direction et qui sont favorables à des investissements publics. Alors sur votre question de la compétitivité, ce qui est vrai, c'est que on a fait pas mal déjà, alors peut-être pas suffisamment, mais on a déjà fait pas mal sur la compétitivité coût, c'est-à-dire que donc on citait la baisse des impôts des impôts de production, en termes d'attractivité, la baisse de l'impôt sur les sociétés, etc. Il me semble qu'aujourd'hui, les questions de compétitivité, donc du déficit commercial français, il y a deux sujets qui me paraissent totalement différents. L'un, c'est sur la question des compétences et en lien avec ce qu'on pourrait appeler la compétitivité hors coût ou en termes de qualité et d'innovation. Donc là, je pense qu'en termes d'innovation, je pense qu'en effet, des investissements structurants sur l'innovation, sur un certain nombre de secteurs peuvent être légitimes. Là où je pense qu'il y a absolument besoin, et c'est complémentaire, d'investissement, alors dans le plan d'investissement, il y a des choses, peut-être j'en aurais mis encore davantage, c'est sur la question des compétences. Parce qu'on ne réindustrialisera pas la France et on ne regagnera pas en compétitivité si on n'a pas les bonnes compétences. Et là, l'État a vraiment un rôle à jouer en termes de formation à l'université, la formation permanente, la formation initiale aussi, hein, et en particulier toute la question de la compétence sur tout ce qui est scientifique. Hein. Il y a vraiment un sujet sur l'éducation des sciences, l'éducation sur les mathématiques qui me paraît primordiale et qui n'est peut-être pas, à mon avis, suffisamment pris en compte. Donc ça, c'est la question, disons, compétitivité hors coût liée aux compétences, et je pense que c'est extrêmement important de mettre de l'argent public sur ces sujets. Alors, le deuxième sujet, c'est qu'on sait en macroéconomie hein, que la balance commerciale, le compte courant, c'est aussi lié hein, aux politiques macroéconomiques, c'est-à-dire c'est le compte courant, la balance commerciale, c'est la différence entre l'épargne totale, publique et privée, et l'investissement. Et donc, potentiellement, quand on fait plus d'investissements et qu'on réduit l'épargne publique en creusant les déficits, ça, de manière assez logique, comptable même, ça peut creuser le déficit commercial. Donc, vous voyez qu'il va y avoir une tension entre, d'une part, des logiques un peu microéconomiques de compétitivité, mais à la fin, c'est une équation comptable, hein, la balance commerciale. Et donc, si vous faites moins d'épargne et plus d'investissement, il y aura plutôt un creusement du déficit commercial. Alors, à moyen, long terme, ce sera peut-être pas le cas, hein, puisque ce sont des déficits temporaires. Mais à court terme, il ne faut pas s'attendre à une réduction forte du déficit commercial du fait de ce plan d'investissement. Françoise Benamou, je ne sais pas si vous voulez ajouter un mot sur ce sujet. Oui, peut-être juste un mot par rapport à ce qui a été dit. Effectivement, ce qui est absolument fondamental, c'est, si je peux dire, l'amont de la production, l'amont des activités, c'est-à-dire effectivement l'éducation initiale, la formation tout au long de la vie, qui permet de s'adapter à une économie qui change. Et il ne faut pas raisonner en économie figée en se disant c'est là, ça, les compétences dont on a besoin aujourd'hui, elles évolueront nécessairement. Et c'est l'investissement en recherche-développement, dépôt de brevets, et avec tous les liens qui peuvent se tisser entre la recherche publique plus fondamentale, mais pas toujours seulement, pas que fondamentale, mais plus fondamentale, et la recherche privée. Et c'est sur ces terrains-là que le maximum d'efforts doit être mis et d'accompagnement public. Et on peut dire que si cela est fait, c'est vrai que le reste suit. Mais il n'empêche qu'on a été à un tel niveau de désindustrialisation dans notre pays
que cet accompagnement par un plan d'investissement peut se justifier, mais si on choisit vraiment, on n'essaime pas dans tous les domaines, on choisit 2-3 points qu'on juge absolument fondamentaux, et je reviens de manière évidente à tout ce qui a trait à l'économie verte et à la transition énergétique. Donc je crois que faut être très clair là-dessus, mais véritablement de relance d'une économie, ça passe aussi par la formation et par la qualité des compétences et aussi par l'agilité des compétences, c'est-à-dire la capacité de quelqu'un qui a eu à la fois une formation spécifique mais aussi suffisamment générale pour pouvoir s'adapter à un monde qui change sans cesse. Et donc la relance passera en partie par la formation, mais pour que le plan se mette en branle, pour que tout s'organise, il y a vraiment la question maintenant qu'on attend tous de la gouvernance. En octobre, le président avait dit que voilà, ce serait Jean Castex qui s'occuperait qui allait plancher sur la gouvernance et qui nous présenterait ça d'ici la fin de l'année. Donc, je ne sais pas si vous avez eu un peu quelques orientations. Moi, de mon côté, j'avoue que j'ai aucune lumière pour l'instant sur la gouvernance du plan. Et pour vous, donc la première question, c'est avez-vous quelques idées? Et puis surtout, avez-vous des préconisations? Il y a quand même eu déjà pas mal de grands plans d'investissement en France, avec des résultats assez divers, on l'a vu. On a un peu d'historique. Quelles seraient pour vous les grandes préconisations? Je ne sais pas, Françoise Benamou, si vous voulez reprendre la parole. Peut-être juste un mot. Moi, je suis persuadée qu'il vaut mieux passer par des agences plutôt qu'une décision publique directe. Je pense que dans différents domaines que j'ai pu connaître, on voit bien la plus grande efficacité d'une agence qui connaît un secteur, etc. Ça, c'est une première remarque. On a les structures, elles existent. Après, vous savez, moi, je suis toujours méfiante quand on dit bon, mais rien n'a été fait. Dans le fond, dépenser 30 milliards, si on va trop vite, on risque de les dépenser à mauvais escient. Donc, si on prend un petit peu plus de temps pour réfléchir et travailler sur ce qui est vraiment nécessaire en matière d'accompagnement, personnellement, ça ne me choque pas. Et on pourrait faire le procès inverse de la précipitation. Donc, je pense que c'est pas là-dessus qu'il faut chercher des noises, si je puis dire, au gouvernement. Après, ce que je pense très important, c'est qu'il faut à la fois choisir évidemment les bons domaines, où ça va de soi, j'insiste pas, mais aussi mettre en place des outils d'évaluation. Et tout au long d'un processus, c'est-à-dire dès qu'on dégage de l'argent public, faut pas attendre 3 ans pour évaluer, mais évaluer dans le temps, régulièrement, etc. Ça, je pense que c'est extrêmement important, cette évaluation qui doit se faire continuellement avec des personnalités indépendantes. D'accord. Est-ce que, je sais pas, Philippe Martin ou Jean-Marc Daniel, si l'un de vous deux, sur la gouvernance, veut dire quelque chose? Oui, je voudrais intervenir pour dire deux choses. La première, c'est que, je vais rebondir sur la gouvernance, mais la première, j'insiste sur ce que vient de dire Philippe Martin concernant notre déficit extérieur. Quand on creuse notre déficit budgétaire, on creuse notre déficit extérieur. Et donc, la question que l'on doit se poser, c'est est-ce que l'enjeu de notre déficit extérieur n'est pas plus grave et plus important que l'enjeu de soutenir telle et telle activité de façon aléatoire avec des résultats qui sont eux-mêmes extrêmement aléatoires. Concernant la gouvernance, moi, ce qui me frappe dans ce pays, c'est le rôle de plus en plus amoindri du Parlement. Normalement, dans une démocratie, c'est le Parlement qui définit le cadre budgétaire, qui suit à la fois le vote des impôts, qui suit l'utilisation des crédits. On a même restructuré les lois de finances pour donner des indicateurs à disposition du Parlement pour qu'il puisse vérifier l'efficacité de la dépense publique. Tout ça est devenu une gigantesque mascarade. Le Parlement a reçu un budget en début de session qui avait un déficit de 143 milliards d'euros. On est à la fin de la première lecture à 155 milliards d'euros, sans que le Parlement ait eu la moindre information très précise sur les raisons pour lesquelles les 12 milliards supplémentaires n'avaient pas été pris en compte initialement. Donc je crois que la vraie gouvernance, ce serait de confier la gestion des crédits, non pas à Monsieur Castex, mais véritablement à une procédure budgétaire respectant les règles démocratiques. D'accord. Philippe Martin, vous voulez rebondir sur la gouvernance ou... Alors, moi, je suis d'accord que cette question de gouvernance, elle va être essentielle.
Donc, ce qui est vrai, et je crois que Françoise Benamou y faisait allusion, c'est vrai qu'on a un peu reproché au plan d'investissement de ne pas être suffisamment précis sur ce qu'ils allaient faire. Et en même temps, moi, j'apprécie le fait que ce ne soit pas Emmanuel Macron qui décide, on va investir sur exactement tel sujet, dans telle entreprise, etc. Pour ça, il faut une évaluation ex ante, il faut une évaluation pendant, il faut une évaluation ex post. On pas suffisamment en France. Hein, et les expériences étrangères de ce type de plan, il y a énormément d'évaluations. Et je suis assez d'accord que le Parlement, par exemple, doit être évidemment impliqué dans toutes les phases de décision de ce plan. C'est toujours la même chose quand on a ces investissements, ces plans d'investissement. Il y a deux écoles. Hein. Il y a l'école qui dit il faut aller vite, on ne va pas s'embêter avec cette nuée d'experts indépendants, chercheurs, etc., qui vont éplucher les plans d'investissement et décision. Et donc, donnons ça au Premier ministre et aux ministres qui vont le faire très directement au niveau cabinet ministériel. Alors, ça a l'intérêt d'aller vite, très vite même, et d'être efficace de ce point de vue-là. Moi, je soutiens que je pense quand même qu'en effet, il faut prendre un peu plus de temps, avoir des comités d'évaluation indépendants, si possible internationaux, des étrangers. Ça permet de réduire le danger de la capture, hein, parce qu'il y a beaucoup d'argent, et évidemment, un certain nombre d'intérêts privés, de groupes privés vont vouloir capturer cet argent, en essayant de dire mais c'est vraiment chez moi qu'il faut mettre tout l'argent, c'est absolument nécessaire, etc., etc. Et donc, je crois que c'est très important pour éviter la capture de cet argent public, ce qui est toujours un danger qu'on a vu dans pas mal de situations, en France ou ailleurs, qu'il y ait des comités, alors on peut dire ça une agence, hein, il y a le PIA 4 hein, qui est un peu moins, enfin, dont disons la présence et l'action est peut-être un peu moins évidente. Donc c'est peut-être le moment de remettre un coup sur le PIA 4 en termes de gouvernance, avec encore une fois hein, des comités indépendants d'évaluation qui évaluent les projets. C'est-à-dire il y a des entreprises, des startups, des universités aussi, hein, parce que je pense que ce sera très important d'avoir de la collaboration entre universités et entreprises qui viennent avec des projets et qui sont évalués de manière le plus indépendante possible. Et vous voyez que ça se heurte avec, en effet, l'idée que, sans trahir de secret, certains ministres on le prend chez nous et on décide et on le fait rapidement parce que nous, on sait là où il faut mettre l'argent. Bon, moi, je pense qu'il faut prendre un peu plus de temps et surtout avoir de l'indépendance et une évaluation faite par des experts compétents, si possible en partie étrangers. Ouais. Donc vous seriez pas du tout étonné si la gouvernance, enfin si on est éclairé sur la gouvernance un peu plus tard que prévu, si c'était au début de l'année prochaine. Non. Ça vous semblerait même assez cohérent vu la difficulté. Je pense que c'est un débat peut-être même à l'intérieur du gouvernement entre ces deux visions que j'ai indiquées. Et je pense que c'est bien, il n'y a pas de précipitation. C'est pas comme un plan de protection ou de relance où il faut mettre l'argent immédiatement, très rapidement. Je ne pense pas, et on ne va pas mettre 2 ans à le faire évidemment, mais franchement, perdre quelques mois pour avoir une bonne gouvernance, une gouvernance sérieuse qui évite la capture, qui fasse des bons choix, c'est extrêmement important. Et juste un dernier point, parce que ça, c'est toujours difficile, il faut savoir abandonner des sujets sur des plans de relance. C'est-à-dire que il va y avoir des investissements qui vont rater. Et de fait, c'était le plan calcul, ce qui est problématique et ce que ne sait pas bien faire l'État, c'est d'arrêter des projets d'investissement qui vont dans le mur. Le privé ne sait pas toujours le faire très bien non plus, hein, faut pas non plus exagérer. Mais en général, la contrainte financière fait qu'il l'arrête assez rapidement quand même, hein, ces projets qui ne marchent pas. Là, et c'est pour ça qu'on a besoin d'une gouvernance avec une indépendante, avec une évaluation pendant, il faut tirer la sonnette d'alarme et ne pas hésiter à dire bon ben on s'est trompé, mais c'est pas grave. Quand on fait des investissements risqués dans l'innovation, etc., parfois ça marche et parfois ça ne marche pas. Il
politiquement, c'est plus difficile à assumer, évidemment, de dire, bah oui, ce projet n'a pas marché et donc on l'arrête. Mais c'est absolument nécessaire parce que sinon, c'est là où on perd beaucoup d'argent sur des choses qui ne marchent pas. Et c'est un gage de réussite de dire, bah oui, il y aura des investissements, des projets qu'on va financer, qui ne marcheront pas, mais on l'assume, mais en revanche, on s'engage à les arrêter dès que, par exemple, un certain nombre d'experts nous disent, attention, vous allez dans le mur. Merci beaucoup. On va peut-être passer aux questions, parce qu'on a beaucoup de questions, et j'aimerais qu'on puisse en prendre le maximum. Alors, la première question, c'est qu'arrivera-t-il au plan France... Là, on est de nouveau sur les questions de timing. C'est la question, c'est qu'arrivera-t-il au plan France 2030 si le président Macron est réélu et s'il ne l'est pas? Là, évidemment, on a évidemment l'échéance de la présidentielle. Donc, est-ce que vous pensez qu'un prochain président pourrait revenir... Bon, si le président est réélu, je pense qu'on voit bien ce qui va arriver. Normalement, ça va continuer. Est-ce que vous pensez qu'un prochain président reviendrait là-dessus? Est-ce que le plan ne fait pas consensus aujourd'hui? Jean-Marc Daniel, qu'est-ce que... mais je pense que ce soit l'actuel président qui soit réélu ou un autre président, je pense que la première mission de la nouvelle équipe, qui sera associée à ce nouveau président, encore une fois, même si c'est l'actuel, la première mission, ce sera de remettre de l'ordre dans les finances publiques. Et je pense que des coins les plus fragiles, c'est effectivement ce plan de 30 milliards. C'est-à-dire que nous sommes quand même sous le regard de nos partenaires européens qui commencent à s'agacer. Et si le président de la République, on sera à mi-parcours de la présidence française au moment de l'élection et au moment de l'examen de la situation des finances publiques en mai-juin, je pense qu'à ce moment-là, l'idée de revenir sur des promesses, des engagements qui ont été faits au moment de la campagne électorale et dont la pertinence économique n'est pas aussi solide qu'on pourrait le penser, va assez vite faire surface. Moi, ce qui me frappe d'ailleurs, pour revenir sur la gouvernance, c'est il y a quand même un haut commissariat au plan qui avait été créé pour préparer 2030. Il est totalement absent du sujet. C'est-à-dire que... C'était notre deuxième... Oui, c'est M. François Bayrou qui est à la tête de ça. Donc, on voit bien que c'est une opération qui vient en parallèle avec ce qu'est supposé faire François Bayrou, et qui est une opération qui est plus dans l'annonce que dans la véritable réflexion sur comment le structurer, comment éviter ce que décrivait Philippe Martin, c'est-à-dire les erreurs, comment trouver les éléments d'alerte. Donc, je pense que quel que soit le président, même si c'est l'actuel, le plan sera remis en cause. Je l'espère en tout cas. Ça, c'est une autre considération. On a compris. Donc, la deuxième question, c'était justement sur l'articulation avec le commissariat de François Bayrou. Bon, vous avez en partie répondu. Ensuite, on a une question peut-être pour vous, Françoise Benhamou, sur l'articulation avec le plan de la Commission européenne. Je me demande si l'internaute n'a pas confondu avec le plan de relance européen. Ouais, c'est ça. Mais peut-être qu'on peut quand même essayer de répondre, parce qu'il y a beaucoup des sujets français évoqués dans France 2030, qui sont évidemment en lien avec les PIEC européens, l'hydrogène, enfin, beaucoup de ces sujets de grande technologie ont aussi une portée européenne. Et d'ailleurs, le gouvernement le dit bien, la France ne fera pas ça tout seul. L'idée, c'est d'embarquer que tout le monde, tous ses partenaires européens. Sur le plan de relance européen, nous avons récupéré pas mal d'argent qui a permis d'abonder le plan de relance de 100 milliards, qui est en large partie, pas en totalité, loin s'en faut, quand même, abondé par des fonds européens. Et par ailleurs, il y a au niveau européen un effort de définition de priorités qui serait commune à l'ensemble des pays européens. Je passe sur les aspects défense de la démocratie, mais c'est un autre sujet, par exemple, vis-à-vis de certains pays, notamment à l'Est. Donc, il y a un lien. Et sinon, mais ce qui n'empêche quand même pas de poser la question de la dette. C'est la question que posait Jean-Marc. Je le rejoins sur un point, c'est effectivement cette exclusion d'une certaine manière du Parlement qui fait quand même question du point de vue du bon fonctionnement de la démocratie.
Et puis, plus généralement, on peut dire, alors beaucoup d'économistes disent, mais la dette n'est pas un sujet quand c'est de la bonne dette, c'est-à-dire que ça va vers des secteurs qui vont permettre de nourrir la croissance future. Alors, il y aurait de la bonne et de la mauvaise dette, mais c'est quand même de la dette et on est allé très loin sur ce terrain-là. Et je pense, pour répondre à la première des questions, c'est que ça va quand même obérer les marges de manœuvre ultérieures pour d'éventuelles réformes du prochain président, qui que ce soit. Philippe Martin, peut-être que vous pouvez prendre la prochaine question, qui est: le développement de la compétitivité industrielle française peut-elle être en accord avec celle de l'Europe? Est-ce que c'est un peu utopique de se dire que la compétitivité, que tout le monde que les compétitivités de la France et de l'Europe vont pouvoir croître dans la même direction? Alors, je crois que ce qu'il faut, c'est avoir en tête quand même qu'il y a deux sujets, et peut-être c'est dans cette question, il y a le sujet de la productivité et le sujet de la compétitivité. La productivité, c'est en gros être plus efficace pour produire, c'est plus de technologie, plus d'innovation, productivité du travail, donc c'est un sujet d'efficacité et de croissance à long terme. Ça, c'est pas parce que la France fait plus de productivité ou que l'Allemagne fait plus de productivité que ça a un impact négatif sur le nôtre. Ça n'est pas relatif. Tout le monde peut avoir une croissance de la productivité via l'innovation. Et Françoise le disait à l'instant sur l'intersection entre les plans de relance nationaux et européens. Le gouvernement insiste beaucoup sur la dimension européenne d'un certain nombre de ces innovations qui vont augmenter la productivité. Enfin, qui ont pour objectif d'augmenter la productivité, qui sont clairement des projets avec une dimension européenne. Puis il y a la compétitivité, et ça c'est toujours relatif, c'est-à-dire c'est évident que si notre compétitivité baisse, c'est toujours par rapport, par exemple, à l'Allemagne, donc parce que nos prix augmentent par rapport à l'Allemagne, que notre qualité diminue par rapport à l'Allemagne ou augmente par rapport à l'Allemagne. Donc la compétitivité, c'est pas quelque chose qui peut augmenter en France par rapport à l'Allemagne et augmenter en Allemagne, par définition. En revanche, la productivité, oui. Donc les plans de relance, je pense que, moi, il me semble que c'est plus un sujet de productivité, enfin, le plan d'investissement, pardon, c'est plus un sujet de productivité potentielle, de croissance potentielle, surtout si on a une dimension européenne, que de compétitivité, où là, je pense que la question, en particulier sur les impôts de production, par exemple, me paraissent plus importante. Merci beaucoup. Alors ensuite, nous avons, concernant la transition énergétique, y a-t-il un débat sérieux sur le mix à choisir? Bah oui, ça, je pense qu'on a. Enfin, je sais pas si quelqu'un veut dire un mot là-dessus, mais on voit bien quand même qu'il y a un débat en France sur le sujet. Ouais, je sais pas si c'est bon. On passe à la prochaine. Ah bah voilà, qui va contrôler tous ces plans? C'est de l'argent public, nous dit Frédéric Michel. Voilà, vous avez pas mal parlé là de tous les modes de contrôle indépendants avec des universités. Enfin, je sais pas si quelqu'un veut dire un mot de plus sur idéalement la gouvernance idéale de contrôle, mais je ne peux pas l'évoquer. De façon plus ou moins humoristique, je peux dire à l'auditeur que tout ça se terminera encore une fois par un rapport de la Cour des comptes. Alors effectivement, ce rapport de la Cour des comptes ne sera pas, sur le plan de la logique strictement économique, ne sera pas forcément totalement pertinent, mais sur le plan de la logique comptable, il sera incontestable. Et ce rapport de la Cour des comptes, je le crains, confirme cette évolution de notre endettement vers des proportions et des sommets qui commencent à devenir problématiques. Et donc, personne ne contrôlera en pratique au jour le jour. Tout sera fait. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que tout sera fait dans un cadre juridique normé. C'est-à-dire, il n'y aura pas de corruption, de prévarication, de détournement de fonds, mais il y aura des erreurs. Il y aura des erreurs, ouais. Et bah écoutez, Jean-Marc Daniel, restez là, vous avez un soutien, un fan qui est complètement d'accord avec Jean-Marc Daniel sur le rôle de l'État. Pourquoi l'État ferait-il systématiquement mieux que le marché? Donc peut-être que Françoise Benamou, vous pouvez peut-être...
D'autant plus que l'État et le marché se trompent. D'ailleurs, Philippe Martin le disait, le gros problème de l'État, c'est d'être capable de reconnaître ses erreurs. Et ce qui est effectivement dangereux dans le fonctionnement d'un État qui s'engage dans des aventures plus ou moins entrepreneuriales et plus ou moins économiques au sens industrie, création de nouvelles activités, c'est que, un, il s'obstine, et deux, quand il est obligé de constater ses erreurs, c'est l'ensemble des contribuables qui en paient les conséquences. Un acteur privé qui se trompe, ben c'est lui qui en paie les conséquences. Ce sont ses actionnaires qui subissent les conséquences. Quand c'est un acteur public, c'est tout le monde qui en subit les conséquences. Je ne sais pas sur ce point, je ne sais pas, Françoise Benamou, par exemple, si vous voulez, vous avez envie de dire un mot. Oui, quelquefois ce sont aussi les salariés qui payent les pots cassés et toute une région. Donc, moi je crois que l'opposition, elle n'est pas aussi tranchée sur la question de qui paye les pots cassés, mais en tout état de cause, on explique en économie qu'il y a des défaillances de marché et que quand il y a des défaillances de marché, l'État est là pour intervenir. Par ailleurs, je pense que, et bien entendu, l'État n'est pas omniscient, mais je dirais que le marché non plus. Il y a des équilibres à trouver et on est toujours à la recherche de cet équilibre difficile. Donc moi, je suis toujours gênée quand on dit que l'État aurait une propension naturelle à se tromper, qui serait plus élevée que celle d'un acteur privé. Jean-Marc Daniel, un nouvel ami dans nos internautes qui nous dit « Pour aller dans le sens de Jean-Marc Daniel, nous sommes à des années-lumière du plan de calcul mis en place par le général de Gaulle. » Je ne sais pas si vous voulez en une minute nous expliquer. Oui, juste et puis ensuite je donnerai la parole aux autres. Juste, qu'il y ait des défaillances de marché, c'est clair, mais ces défaillances de marché, les outils permettant de les contrecarrer, c'est plutôt les taxes pigoviennes. C'est-à-dire que, effectivement, le réchauffement climatique ne peut pas être totalement géré par une logique de marché, et donc il faut introduire cette taxe carbone qui corrigera et prendra en compte les externalités négatives. Quant au plan calcul, c'est vrai que c'était il y a longtemps, mais quand même, quand on voit les espoirs et les discours, et quand on voit surtout les alertes qui avaient été mises à l'époque, je rappelle quand même qu'à l'époque, Jean-Jacques Servan-Schreiber avait, dans un livre absolument célèbre qui était Le défi américain, annoncé qu'on allait à la catastrophe, et personne n'en a tenu compte. Écoutez, restons sur les États-Unis, et c'est peut-être Philippe Martin là qui va nous éclairer. Donc nous avons un internaute qui nous dit « Le développement des technologies n'est-il pas l'affaire des entreprises privées et la recherche pourrait-elle être l'affaire d'une association des universités et des entreprises, comme c'est le cas aux États-Unis? Donc 30 milliards n'est-il pas alors du saupoudrage ?» Donc voilà, une comparaison avec peut-être ce qui se fait aux États-Unis plus simplement. Alors, si on pense en termes de processus d'innovation, ce qui est vrai, c'est qu'il y a la recherche fondamentale qui est faite par souvent des centres de recherche publics. Et puis ensuite, il y a l'innovation et qui va jusqu'à la mise sur le marché. Ce qui est vrai, c'est que c'est logique que l'intervention publique, elle se fasse au plus près de la recherche fondamentale, parce que c'est là où il y a le plus d'externalités et le moins de gains privés directs, rapides. C'est là où l'intervention de l'État doit se faire le plus possible. On avait au Conseil d'analyse économique fait une note sur la question de l'innovation dans le secteur de la santé. Et quand même, on voyait qu'en France, il y a eu une réduction de la dépense publique sur la santé. Pendant la même période, l'Allemagne avait augmenté ses dépenses de recherche dans le domaine de la santé. Donc, moi, je pense que c'est un sujet assez fondamental. Je crois vraiment que c'est important de mettre de l'argent dans la recherche fondamentale. Après, ce qui est vrai, c'est qu'en France, on ne sait pas bien faire. Donc là, c'est plus un problème de gouvernance à nouveau que peut-être de financement. C'est la collaboration entre les instituts de recherche publique, CNRS, universités et l'industrie. Alors, ça, c'est un sujet plus d'organisation de la recherche qui est fait beaucoup mieux aux États-Unis. Il y a beaucoup de collaboration entre les universités et l'industrie. Et dernier point, peut-être un peu pour répondre quand même à Jean-Marc Daniel, il y a un autre échec de marché, on a parlé des questions d'externalité, de coordination entre les secteurs, il y a un autre échec de marché qui est quand même du financement, parce que il est possible quand même que sur un certain nombre de startups, de PME qui sont innovantes, qui ont des processus
investissements qui ont du mal à trouver un financement. Et donc là, il peut y avoir un rôle de la puissance publique. On a vu le rôle de la BPI. Je rappelle que la BPI, j'en ai partie, beaucoup d'économistes étaient très réticents à l'idée qu'une banque publique allait faire en investissement. Non, ce que disait Jean-Marc Daniel, qui aime serait meilleur pour. Alors, on n'a pas toutes les évaluations, et je pense qu'on aurait besoin d'un nouveau de plus d'évaluation, qui a été le rendement des investissements faits par la Banque publique d'investissement. Mais à nouveau, cette question du financement, en particulier des startups, les petites innovantes, les PME, à mon avis, est aussi donne une légitimité à ces plans d'investissement. Et c'est une des raisons pour lesquelles, et ça je pense que c'est une bonne chose, l'État a en tout cas dit pour ce plan d'investissement qu'une grosse partie sera faite sur les PME et les startups. Peut-être une dernière question qui est intéressante, elle nous ouvre sur les délocalisations. Nous avons un internaute qui nous écrit « Vous parlez beaucoup de formation, mais ne peut-on pas commencer par utiliser cet investissement, donc les 30 milliards, pour faire revenir d'excellentes compétences que nous avons et qui sont parties à l'étranger, comme les centres de recherche de laboratoires pharmaceutiques ?» Je ne sais pas si l'un d'entre vous veut essayer de lui répondre sur en quoi le plan pourrait répondre à cette question des délocalisations. C'est vaste, mais c'est intéressant. Je peux juste dire un mot en lien, par exemple, avec cette note qu'on avait avec le Conseil d'analyse économique. C'était sur la question donc de aussi des centres de recherche. Ce qui est vrai, c'est que ce type de centres de recherche qui sont en partie aux États-Unis et dans d'autres pays, c'est en partie lié au fait qu'on n'a pas mis suffisamment d'argent public dans la recherche fondamentale, dans la santé. Donc je pense qu'il y a quand même une question sur la recherche publique en France et le financement de la recherche publique en France. Après, il y a des questions peut-être un peu plus de détails sur la question du salaire des chercheurs, d'ailleurs dans le privé ou dans le public. En effet, on n'est pas toujours très attractif. Françoise Benamou, je ne sais pas si vous... Il y a effectivement la question des moyens de la recherche. La question des moyens de la recherche est absolument fondamentale. Il faut plus de moyens, il faut mieux payer les chercheurs. On a beaucoup de chercheurs, non pas des centres de recherche, mais des chercheurs individuels de très haut niveau, parce qu'on a de très très bons scientifiques en France qui partent à l'étranger. Ça, c'est effectivement... Bon, c'est bien que certains partent et que d'autres viennent, etc. Mais on a des mouvements de départ qui sont trop importants. Il faut mieux payer les chercheurs, mais surtout créer des conditions de la recherche qui soient beaucoup plus acceptables, je trouve même pas d'autres mots, pour que la recherche reste en France. Et pour revenir d'ailleurs sur le débat public-privé, il faut aussi voir que, par exemple, dans l'absence de vaccins français, on peut mettre en cause l'Institut Pasteur, mais on peut aussi mettre en cause de grands groupes pharmaceutiques qui ont coupé les fonds de la recherche ou en l'externalisant de trop et en rachetant pas ensuite les bonnes startups qui faisaient qui trouvaient les bonnes solutions par rapport au Covid. Donc voilà, je pense que cet effort public, il faut profiter du plan de relance pour le faire, mais il faut aussi s'interroger sur les stratégies des grandes entreprises françaises. Et sur la question de la recherche, vous avez le sentiment que le France 2030 apporte des bonnes solutions, que le problème est adressé, comme on dit en mauvais français? J'en sais rien, je ne sais pas répondre à cela parce que ça dépend des choix qui seront faits et qui ne sont pas encore clairement sur la table. Pardon, Jean-Marc Daniel, peut-être puis on va faire 31, donc on va conclure. Donc peut-être un petit mot qui fera votre conclusion. Voilà, juste à titre de conclusion, si on veut faire revenir les chercheurs comme si on veut laisser se développer les entreprises, il faut baisser leurs impôts. Le PDG de Moderna, il a fait l'école centrale de Paris et puis il s'est installé aux États-Unis. Et donc, il faut faire en sorte effectivement que ce soit intéressant pour un centralien de rester, chercher, travailler et créer en France. Et ça suppose qu'on le rend avec des impôts excessifs. Merci.
Je sais pas, Philippe Martin, si vous voulez dire un petit mot de conclusion. Si vous avez Bah, aussi un message choc. Derrière la décision de M. Porcel de partir aux États-Unis, je pense qu'il y a aussi quand même une chose très importante, hein, c'est que le financement de la recherche aux États-Unis, et en partie le financement public d'ailleurs, est très important. Donc, je pense qu'on a pris du retard quand même en France sur le financement de la recherche publique, et ça n'est pas l'objet, ce que je comprends, c'est que ça n'est pas l'objet de ce plan d'investissement. Donc, je pense qu'il y a, mais là je vais faire sauter en l'air Jean-Marc Daniel, il y a besoin d'un plan d'investissement dans la recherche publique aussi. Alors, écoutez, pour 2022, merci. Je sais pas, sauf si Françoise Benamou, vous voulez redire un mot de conclusion? Sinon, il me reste... Non, c'est bon. Non, je pense qu'on a fini sur le bon sujet. Voilà. Le sujet fondamental, c'est celui-là. Écoutez, un grand merci à tous les trois. Merci beaucoup pour votre temps. Merci à tous les internautes qui nous ont suivis. Et voilà, il me reste à vous souhaiter une bonne soirée à tous.